Gournot, qui est... Si C'est Gougnot. Gougnot. Pourquoi j'ai mis un R? Ouais, je pense que c'est ça. Julie Sigourney-Weaver, donc, qui est la libraire Vous savez qu'il allait là. de la librairie qui est juste en face. Vous pourrez aller ensuite acheter des livres et les faire dédicacer à vos auteurs favoris. Natacha Vazder, c'est bon pour le nom, qui est historienne de la science-fiction, critique, professeur, etc. Voilà. Stéphanie Nico, anthologiste, éditrice, critique, organisatrice de festivals aussi, tout ça. Voilà. Et Thibaut Eliroff, qui est lui, alors le directeur éditorial, l'éditeur de la collection Nouveau Millénaire de chez Gélu. Avant d'en arriver, donc là vous avez quelques exemplaires de romans de la collection Nouveau Millénaire et on a mis aussi quelques poches. Avant d'en arriver là, je voudrais demander à nos deux historiennes, alors je ne sais pas laquelle veut commencer. Gélu a une grande importance dans l'importation dans l'histoire de la science-fiction française et étrangère. Peut-être que, donc Stéphanie, puisque tu as été dénoncée, que tu nous expliques comment ça a démarré chez Gélu, avec qui, pour aboutir à la création de la collection spécialisée de science-fiction. Vous aurez remarqué quand même... Merci. Bonjour. Vous aurez remarqué quand même que, avant d'en revenir au tout début, la collection s'appelle Nouveau Millénaire, ce qui veut dire qu'il y a une collection qui s'appelait Millénaire. Voilà. Voilà, on en parlera, mais disons que j'ai un lien, c'est aussi pour ça que j'ai accepté la proposition de Natacha de participer à cette table ronde. Au départ, pourquoi, et puis finalement, oui, j'ai démarré mes premiers articles dans le milieu de la science-fiction il y a bien longtemps, entre autres grâce aux anthologies de Gélu, en l'occurrence Univers. Quand la revue Univers est devenue annuelle, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de publier 3 articles. Et mon second contact avec Jacques Sadoul, l'un des grands fondateurs d'importateurs, on va dire, de la science-fiction, entre autres anglo-saxonne, mais pas que en France. C'est un des grands noms de ceux qui ont permis à la science-fiction en France de devenir une littérature à part entière et ayant un minimum d'influence et de lecteurs. Jacques Sadoul, donc, dirigeait, pas personnellement, mais dirigeait l'ensemble des secteurs de la science-fiction chez Gélu, entre autres, et donc j'ai travaillé pour lui. Petite anecdote pour situer le personnage. Deuxième article, j'ai été moins bien payé que le premier, et j'ai reçu le contrat après que l'article ait été publié. Petite distraction technique, donc je trouvais quand même qu'il n'y a pas de raison qu'on me paye moins cher pour le même boulot, et donc j'ai fait un mot à Jacques Sadoul, un peu fâché, et Jacques, que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, m'a répondu en quelques mots, c'est évidemment une erreur, j'ai donné les ordres. J'ai adoré, et je m'en souviens encore quelques dizaines d'années après, et en effet j'ai tout de suite reçu le bon contrat et le bon chèque. Donc, ton tact, un éditeur qui paye rubis sur l'ongle et qui rectifie les erreurs tout de suite, ça fait toujours plaisir, et on en garde un très bon souvenir. Au-delà de l'anecdote, mais il fallait démarrer de façon peut-être un peu humoristique, Jacques Sadoul, c'est avant tout pour moi, jeune passionné de science-fiction, j'ai plutôt une culture classique en littérature, donc j'ai découvert la SF sur le tard, entre autres avec Philippe Cadic, et Ursula Le Guin, il y a pire référence. Et évidemment, j'ai lu avec passion toutes les grandes anthologies que Jacques Sadoul a publiées chez Gélu, entre autres les meilleurs textes des grands pulps américains des années 30 et 50. J'ai tout lu. Mais voilà, j'ai lu tout ce qu'il a publié, toutes ces anthologies, et puis ensuite, évidemment, je me suis passionné pour sa collection de poche, l'ensemble de ses rééditions. Il a mis à la portée de toutes les bourses, et à l'époque, c'était bien de ne pas payer trop cher les livres, et j'ai beaucoup apprécié. Et donc voilà, pour moi, j'ai lu, c'est d'abord Jacques Sadoul, c'est d'abord la lecture et les traductions des grandes anthologies qu'il a consacrées aux grandes revues américaines de science-fiction, puis c'est les grands textes, CIMAC, je ne vais pas tous vous les citer, je pense que le directeur de collection de Gélu connaît ça mieux que moi. Et puis évidemment, ensuite, ça a été la collection grand format Millénaire, beaucoup plus tard, dans les années 80, avec, ça a été cousin
Benoît Cousin, qui maintenant travaille plutôt dans la BD, qui a été le deuxième directeur de la collection millénaire, et le premier était en fait une première, c'était Joël Vintrebert, et il s'est trouvé que j'ai publié 2 anthologies dans cette collection, une sur le Polar SF, un petit peu le lien entre Polar SF, un chouette travail, ça m'a appuyé. Voilà, qui était bien défendu par Gélu. Pour une anto, c'était pas évident. Et ça s'est bien passé. Quant à la seconde, c'était sur SF et humour. Et c'était celle qui devait paraître juste après que la collection soit arrêtée en 2004. Donc, j'ai gardé l'avance, toujours l'élégance de Gélu. Mais en revanche, j'ai pas pu la publier. Voilà. Et pour moi, c'est ça. C'est une histoire personnelle qui traverse la grande histoire, la petite histoire traverse la grande histoire, qui est celle de Gélu. Et puis évidemment, aujourd'hui, c'est nouveau millénaire, il en dira un mot, et même peut-être plus. Mais là, c'est pas à moi, évidemment, d'en parler, mais c'est au directeur de collection aussi. J'ai l'autorisation, Natacha, de lui passer la parole, du modérateur. On va peut-être... tu parles d'histoire personnelle, c'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens sur scène et peut-être dans le public ont une histoire personnelle avec Gélu. Natacha, je suis sûr que toi, oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que... Donc, il y a eu une biographie que Jacques Sado a écrite qui s'appelle C'est dans la poche, qui est assez passionnante là-dessus, puisqu'il raconte sa vie et puis toute son histoire éditoriale. Et il explique qu'au début, les premiers 20 Vogue, par exemple, etc., ont été publiés dans la collection Gélu Poche. Il n'y avait pas de collection de science-fiction dédiée. Et c'est après qu'il y a eu une collection de SF dédiée. Et enfin, moi, j'ai lu tous les auteurs américains que je connais, je les ai découverts là, etc. Toi, Natacha, quelle importance ? Exactement la même chose. Je pourrais dire, pour faire un très mauvais jeu de mots, mais bon, comme je suis un peu fatiguée depuis ce matin, nous avons tout lu presque chez Gélu. Moi, j'ai un souvenir de la collection Violette. Je pense que tout le monde a en tête cette collection-là. Et dans cette collection Violette, notamment, j'ai quelques titres. Alors, il y a évidemment Simac, Demain les chiens. Il y a Philippe Cadic aussi, c'était vraiment les grandes publications de Gélu. Et là, c'est petit souvenir personnel, juste de lectrice, on va dire, lambda. Donc pour moi, et puis aussi parce que dans ma vie, avant d'être enseignante, j'ai été vendeuse en librairie. Et j'adorais refaire les rayons avec toute la collection Violette. Et évidemment, ma patronne s'arrachait les cheveux parce que je lui faisais commander des titres qui parfois ne se vendaient pas très bien. Mais c'était juste pour le plaisir d'avoir en fait toute la collection sur les rayonnages de la librairie. Voilà. Donc ça, c'était une petite anecdote personnelle aussi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'histoire en fait de la science-fiction en France, et dans la pénétration en fait de la science-fiction en France, si on replace en fait dans les grandes collections et les grands éditeurs, dans les années par exemple 50, vous aviez donc 2 grands éditeurs en format poche. C'était Présence du futur chez Noël, à partir donc, des années 50. Et puis vous allez avoir aussi le rayon fantastique, donc chez Gallimard, Hachette, qui s'était donc allié à l'époque pour sortir donc cette collection-là. Alors c'est une collection, évidemment, ce sont 2 collections un petit peu mythiques, iconiques en fait de la science-fiction. Et après, en fait, dans le format poche, c'est effectivement Gélu qui a un petit peu pris le relais en quelque sorte donc de ces 2 grandes collections. Et ça, c'est important en termes d'histoire éditoriale parce que, si vous voulez, d'abord les éditeurs font des choix. Donc ça a plutôt quand même été... alors il y a eu quelques Français publiés, mais ça a quand même été plutôt le choix... alors chez De Noël, il y avait quand même un certain nombre de Français, notamment par exemple quelqu'un comme Barjavel, et je suis sûre que dans le public, s'il n'y a pas des spécialistes de science-fiction, tout le monde connaît donc René Barjavel, qui a été publié par De Noël, puisque c'est De Noël qui a... il a été assassiné en 1945, l'éditeur Robert De Noël, mais il a publié Barjavel à partir des années 1942-43, donc un peu éditeur historique. Et puis après, quand même, dans le rayon fantastique, chez Gallimard, beaucoup d'auteurs américains, et puis encore beaucoup évidemment d'auteurs américains chez Gélu. Et donc, si vous voulez, ces 3 grands éditeurs en fait en format poche ont permis quand même à la science-fiction, d'abord la connaissance de la science-fiction, je donne la parole après, la connaissance donc de la science-fiction en France. Et je pense que c'est important quand même de replacer en quelque sorte Gélu dans cette histoire-là de manière générale. Après, on va revenir. Francis, tu veux intervenir ? Oui, je voudrais intervenir parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que ces collections dont tu viens de parler sont des collections de poche.
Rayon Fantastique et Présence du Futur. J'ai dit format, de poche. T'as vu, j'ai Voilà. dit format. Exactement. Parce que ce n'est pas vrai, ce sont des formats de l'édition traditionnelle, avec des prix de l'édition traditionnelle qui étaient 2 fois plus élevés que J'ai lu. Et une de ces collections, c'était Rayon Fantastique, avait déjà disparu quand J'ai lu est apparu. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, on est voilà. dans l'héritage avec J'ai lu. Et c'est vrai, tu as raison de faire la remarque, mais ça reste, en fait, oui, ça reste format poche, Voilà, en quelque sorte. c'est trompeur. Mais même si c'est trompeur, parce que le Rayon Fantastique, C'est pas du tout évidemment, le même c'est- rayon de livraison. absolument, tout à fait. Non, mais même quand Présence du Futur était en poche plus tard, les bouquins étaient beaucoup plus chers que les J'ai lu. Moi, 2 fois plus cher. j'ai pu acheter des Présences du Futur qu'assez tard, quoi. Donc c'était vraiment la collection Moi, je les ai vraiment achetés populaire. d'occasion aussi. Ouais, mais c'était vraiment la collection populaire. Voilà. J'ai noté quelques auteurs qui étaient publiés donc à l'époque. Alors, on va arriver, Thibaut, t'en fais pas à nouveau millénaire. Mais c'est important, je pense, de replacer parce que tu travailles vachement cette histoire aussi, toi. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, une des identités constitutives de Nouveau Millénaire, c'est justement le fond J'ai lu. Mais ça, on en parlera peut-être aussi. Ouais. Donc j'ai noté juste quelques auteurs pour vous donner une idée de ce qui a été publié depuis les années 70 à 2000 à peu près. Au pif, hein, j'ai pris, il y a 20 Vox, Theodore Sturgeon, Robert Heinlein, Philippe K. Dick, Isaac Asimov, Philippe José Farmer, Robert Silverberg, Pierre Pelot, parce qu'il y avait quand même quelques Français, Philippe Curval, Jack Vance, etc. etc. Il y avait peu de Français, mais il y en avait quand même. Et tu sais, une des raisons pour lesquelles il y a autant d'étrangers célèbres, c'est que Jacques Sadoul avait un avantage sur pas mal de ses contemporains qui lisaient l'anglais comme il lisait le français. Il le parlait aussi. Il allait souvent aux États-Unis, ce qui était assez rare finalement dans l'édition à l'époque. Il avait énormément de copains aux États-Unis, de collègues, de gens qui gravitaient dans le milieu et qui savaient vers quoi l'orienter. Et il faisait un travail de ce qu'on appellerait de scout aujourd'hui, ou d'agent presque, pour aller vraiment chercher les talents là où ils étaient. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il a importé en France des tas d'auteurs américains, notamment Stephen King, parce qu'il était sur le pont 3 ans avant les autres en fait, grâce justement à cette connaissance à la fois de l'anglais, du pays et du milieu. Oui, il avait une grande connaissance historique. Ces recueils d'histoires de pulps là sont toujours les meilleurs récits de Starting Stories ou de Starting Stories. Quand Sadoul part, il y a la création de la collection millénaire en grand format. Donc là, on est toujours chez les J'ai lu, mais on crée un grand format. C'est Marion Mazury qui reprend la suite et des poches et qui crée cette collection. Qui a un peu un changement. Alors, j'ai noté aussi quelques auteurs. Il y a beaucoup plus de Français là. Il y a Serge Lehmann, il y a Pierre Bourdage, il y a Laurent Jeunefort, il y a Roland Wagner, il y a Michel Paget qui sont publiés dans cette collection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est plus grand format avec des fonds noirs. Il y a aussi celle qui va chercher Neil Gaiman, qui faisait que de la BD à l'époque. J'ai noté aussi Robert J. Sawyer, Walter John Williams. Voilà, mais il y avait une identité française, je trouve, plus marquée. Et la collection s'est arrêtée. Vas-y. Non, alors, effectivement, ça correspond à cette époque, la fin du XXe siècle, la fin des années 90, où les auteurs français, dans un sursaut d'orgueil peut-être, bien placé en tout cas, se disent qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les Américains qui sachent faire du space opéra, qu'eux aussi ils sont capables de faire des grands récits d'aventure, que la SF politique ça va 5 minutes, mais que embarquer les gens dans un voyage à l'autre bout de la galaxie c'est vachement bien aussi. Et c'est là effectivement qu'on a des Bordages, des Jeunefort, des Lehmann qui vont créer des grandes ébauches sociales. Et Millénaire, la première collection du nom, a été créée par ces gens-là et pour servir d'écrin à ces récits-là justement. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je ne parle pas assez micro, j'en suis absolument désolé. Julie, ton histoire personnelle avec la SF et la SF de J'ai lu, c'est quoi? Est-ce que tu les as découverts comme nous, ados, ou plus tard Alors, un peu de SF parmi les lectures d'adolescentes, ça c'est certain, mais un intérêt qui s'est construit tardivement à l'éveil d'une conscience politique, parce
de la SF, elle est aussi révélatrice de pas mal de choses, de pas mal de monde qui potentiellement pourrait être en germe dans notre société d'aujourd'hui. Un intérêt accru à l'ouverture de la librairie, et ce pourquoi à l'époque, alors que je constituais le fonds de la librairie, j'ai contacté Thibaut Ellirock parce que justement il s'inscrivait dans une forme pour moi c'était important d'avoir son retour par rapport à la construction d'un rayon science-fiction, quelles étaient vraiment les œuvres importantes, des informations que je n'avais pas forcément, donc on a beaucoup échangé, ça m'a beaucoup appris aussi. Et moi, mon rapport à la science-fiction, il est plus récent, j'avoue que je m'y retrouve de plus en plus, j'ai trouvé de plus en plus de choses qui m'intéressent, et particulièrement chez les nouveaux millénaires, parce que j'y trouve aussi une science-fiction qui n'est pas forcément à destination de spécialistes, dans laquelle je peux rentrer aussi facilement sans avoir un bagage particulier et préalable. Et je trouve que voilà, les thématiques abordées, sous-jacentes, des histoires et des scénarios qui sont développés, parlent de beaucoup de choses qui parlent au temps moderne et parmi les nouveautés. Et puis voilà, moi je voulais interroger aussi Thibaut Ellirock sur justement la production de nouveaux millénaires en grand format. Parce que dans une librairie, un rayon science-fiction, c'est pas forcément un rayon auquel on pense dans un premier temps. La littérature, le polar, la BD, la jeunesse, ça, évidemment, ce sont des choses auxquelles on pense. La science-fiction n'est pas forcément un segment que l'on développe fort dans une librairie. Moi, j'avais à cœur de le faire parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que ça dit beaucoup de choses. Et donc, voilà, je voulais l'interroger sur justement les nouveautés en grand format chez Nouveau Millénaire, les choix éditoriaux qui sont faits, les auteurs que vous allez chercher. Je pense dernièrement, là, moi j'ai découvert Arcadie Martin, j'ai découvert, sur la dernière production, j'avoue que j'en ai lu énormément, donc là, pour le coup, je n'ai pas une connaissance très forte de ce qui a pu être fait par le passé, mais en tout cas sur ce qui est proposé actuellement. Et donc, voilà, je voulais vous interroger sur justement l'idée du grand format, de présenter la SF, pourquoi du grand format en SF, la nouveauté en SF. Alors, pourquoi du grand format? Il y a une raison très pragmatique et tout à fait économique, qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas publier un texte, a fortiori un texte étranger, directement en poche. Ça coûte trop cher, tout simplement. Une traduction d'un livre moyen, ça coûte, on va dire, entre 8 et 12 000 euros. Et il faudrait vendre beaucoup de poches à 7 euros pour pouvoir rentabiliser cette somme. Je suis désolé de vous parler de choses très, très concrètes et pas forcément qui font rêver, mais c'est une réalité aujourd'hui qui conditionne aussi le visage de l'édition et a fortiori l'édition de science-fiction. Donc aujourd'hui, quand vous voulez publier un bouquin étranger, c'est nécessairement en grand format parce qu'il faut derrière pouvoir le vendre à 20-22 euros pour pouvoir rentabiliser ne serait-ce que la traduction. Ensuite, ça c'est la première chose. Ensuite, l'édition française est ainsi faite qu'il y a les lecteurs ont été plus ou moins conditionnés, ou en tout cas invités à penser que un livre grand format c'est prestigieux, un poche c'est une édition, on va dire, moins qualitative, on peut trouver même dans les supermarchés. Voilà, il y a une espèce de dichotomie entre l'excellence, on va dire, d'un beau livre en format et le côté mercantile d'un poche. Et résultat, aujourd'hui, on ne va plus vraiment chercher des nouveautés ou des livres inédits en poche, tout simplement parce qu'on n'a même pas l'idée que ce soit possible. Et la troisième chose, c'est que quand moi j'ai voulu, quand je me suis intéressé à l'idée de créer une collection de science-fiction, donc il y avait déjà ces paramètres-là qui faisaient qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de format. Et puis surtout, toutes les collections que j'admirais et qui m'inspiraient étaient des collections grand format, et du coup ça me paraissait effectivement assez naturel. Avant d'arriver chez J'ai Lu, j'ai travaillé chez Gallimard, chez De Noël. J'ai travaillé pendant 6 mois avec Gilles Millet à la collection Présence du futur. Et voilà, ça fait partie des modèles que j'ai voulu, non pas imiter, mais en tout cas suivre, s'inscrire dans cette histoire-là.
quand tu as débarqué, c'est en 2006, je crois que tu arrives chez Tout à Gélu. fait. Il y avait que du poche, il n'y avait plus une millénaire, donc il y avait que du... Non, il y avait de temps en temps des bouquins en grand format pour des projets très particuliers. Par exemple, la série La Tour Sombre de Stephen King avait existé en grand format juste avant que j'arrive. Mais il n'y avait plus vraiment de grand format. Il n'y avait même plus beaucoup de science-fiction, à vrai dire, parce que on est au milieu des années 2000, c'est le temps fort de la fantasy en France. On est peu après la sortie du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter. Il y a vraiment il y a les livres de Brajlon qui marchent très très fort. On est dans ce moment-là où la science-fiction reste un petit peu en sous-marin et où la fantaisie brille. La collection s'appelle Gélu Fantastique, quand tu vas changer de nom. Je crois qu'elle s'appelait toujours. Non, elle s'appelait Gélu. Elle s'appelait pas Non, Gélu en fait, Fantastique. alors il n'y avait pas, enfin, le nom n'existait pas vraiment. Il y avait par contre sur chaque bouquin la mention du genre. Il y avait des petites couleurs. C'était bleu pour la science-fiction, jaune pour la fantasy et rouge pour la fantastique. Ouais, c'était écrit en toutes lettres. Je ne sais plus trop où j'en étais, mais tout ça pour dire que. C'est la fantasy qui dominait, Ouais, voilà. peut-être. Ouais, donc il y avait pas beaucoup de, il y avait pas de grand format, quasiment pas. Alors si, c'est rigolo, il y avait un label qui s'appelait Édition 84, qui était vraiment une collection opportuniste qui, quand on avait besoin de faire un truc en grand format, enfin je dis on, mais c'était déjà terminé quand je suis arrivé, on utilisait ce label, mais c'était pas vraiment une collection. Donc non, il n'y avait plus de science-fiction en grand format. Et moi je trouvais ça dommage parce que déjà, de par mes goûts, je savais que j'avais vraiment envie de faire ça. Et d'autre part, j'étais intimement persuadé que malgré l'effet mode qu'il pouvait y avoir sur la fantasy, parce que ça a vraiment été une mode à un moment, et je ne dis pas ça du tout pour dire que c'était des mauvais textes, donc, c'est une mode qui a donné naissance à des super auteurs, à super textes, mais il se trouve que voilà, ça a été surreprésenté à un moment. Et je savais que ça durerait pas, je pensais que ça ne durerait pas forcément et que la science-fiction restait une littérature de fond qui resterait toujours lue et utile et pour tout un tas de raisons qu'il fallait continuer à en publier. Et voilà, moi, donc comme tu as dit, je suis arrivé en 2006 chez Gélu. Dès 2006, j'ai voulu qu'on fasse de la science-fiction en grand format. Ça a pris 5 ans pour que les bouquins arrivent. Parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit même à l'époque, quand on voyait les ventes moyennes des livres en grand format de science-fiction, un patron de maison d'édition, il fait ses comptes et il se dit ok, non, c'est pas un domaine forcément très rentable ou qui va me permettre de développer mon chiffre d'affaires ou ce que vous voulez. Donc il faut convaincre et c'est pas du tout évident. Donc, ça a pris 5 ans de convaincre les gens. D'ailleurs, c'était plus les mêmes gens que quand j'y suis arrivé. Et voilà, donc ça a pris beaucoup de temps, mais ça finit par se faire. Stéphanie, toi, à l'époque, là, au mi-temps des années 2000, je sais chronologiquement, je sais plus où tu en es. Est-ce que Galaxy est fini? Est-ce que tu es éditrice parce que tu as édité les... Non, en fait, Galaxy, je m'en suis occupé, la revue de science-fiction de 96 à 2007. Donc, okay. Il était en fonction, mais la collection n'était pas encore faite. Donc, moi, je l'ai surtout regardé comme lectrice. Et sur le long terme, je ne parle pas des premiers textes, du fond, mais je pense qu'il va l'expliquer. Je pense que c'est lui qui là-dessus sera le plus apte à en parler. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est son intérêt pour des textes nouveaux, des autrices, entre autres, américaines. Il y a pas mal de femmes dans la collection. Et puis, il y a des grandes signatures qu'il a su acquérir quand les autres ne l'ont pas vu à temps, ou peut-être qu'il a offert plus d'argent, mais un Gémisine, et il y en a plein d'autres. Il y a de très beaux textes dans sa collection. Alors, moi je trouve que donc la collection démarre en 2011. Voilà, les premiers livres sortent en 2011, mais il faut savoir qu'avant que les livres sortent, en fait là on fête les 10 ans de la sortie des premiers livres, mais on commence à bosser dessus et à bosser sur le lancement, sur les livres eux-mêmes, peut-être 1 an et demi, 2 ans avant qu'ils sortent. Cette aventure a commencé en réalité en 2009 réellement. Voilà, donc l'idée c'était de sortir plusieurs livres au démarrage. En fait, quand on lance une collection, les premiers livres qu'on sort, c'est aussi une déclaration d'intention en quelque sorte. C'est de dire au lecteur, voilà ce que vous trouverez à l'avenir dans cette collection, voilà ce qu'on a envie de défendre. Il aurait dû y avoir un texte français qui n'a malheureusement pas pu se faire à ce moment-là, qui a été publié plus tard dans la collection. C'est quoi ? Je ne le dirai pas.
Non, mais au final, l'histoire c'est très bien fini. C'est juste que j'aurais bien aimé avoir ce livre. C'est bon, je l'ai pas eu tout à l'heure. Trop dit. Parfois les Il y a auteurs pas sont en beaucoup d'auteurs retard. français, alors on va vite trouver. Parfois les auteurs rendent les textes en retard. On dira pas tout. C'est pas Genefort. C'est Elio, alors. Bref. Il y a eu par ailleurs un roman d'un auteur américain qui était Nick Sagan, le fils de Carl Sagan, qui avait fait un chouette bouquin. Alors là, on était sur la science-fiction vraiment de divertissement, qui était vachement bien troussé, je trouve, mais bon, ça n'a pas très très bien marché. Et le troisième texte, c'était un essai de Daniel Keyes, donc Daniel Keyes, l'auteur de Des fleurs pour Algernon. Et l'essai en question était une... comment dire, il revenait sur la genèse de Des fleurs pour Algernon. Ouais, pardon. Il revenait sur Billy Keyes aussi, son bouquin sur l'homo. Oui, tout à fait, Milligan. Milligan, Ouais, ouais, Milligan. pourquoi j'ai dit Keyes? Voilà, donc c'était important parce qu'il faut savoir que Des fleurs pour Algernon, le roman, c'est la meilleure vente de J'ai lu SF en poche. C'est le titre qu'on a le plus et le mieux vendu depuis qu'on fait de la science-fiction. Donc il y avait une espèce de lien à faire, de plus qu'un clin d'œil, c'était vraiment quelque part une affirmation de voilà d'où on vient. Et ça me semblait important. Voilà. Après, on ne va pas dévoiler tous les titres qu'on a fait, ça va faire beaucoup. Non, mais c'est marrant parce que tu as commencé avec un essai, une novella, des trucs qu'on n'a plus revus après Ouais, dans la tout à fait. collection. Tout Donc à c'était... fait, il y a eu quelques... Ouais, si, ouais. Bon, alors après, évidemment, les choix de texte s'ajustent aussi en fonction des résultats des premiers. Puis, quand vous remarquez qu'il y a un type de texte qui va bien marcher, un autre qui va pas bien marcher, bon, il faut aussi rendre des comptes à nos patrons, comme tout le monde. Donc, évidemment, le choix des textes est un petit peu aussi conditionné par ce qu'on a fait avant, et ça évolue comme ça, et c'est... On peut pas rester dans une tour d'ivoire en se disant, voilà, moi, ma vision de la littérature, c'est ça, il faut publier ce type de texte. Ça serait faux et ça serait dangereux parce que ce serait de ne plus être du tout en prise avec le lectorat, avec le réel. Maintenant, je vais te poser les questions que Julie voulait poser tout à l'heure, parce que moi, je trouve, comme elle, qu'il y a un super équilibre entre nouveauté novatrice, si on peut dire, avec des autrices, des genres différents, du mélange de genres, et ce travail sur le fond, sur l'histoire, sur la tradition, qui fait vraiment, je trouve, le sel de la collection. Est-ce que c'était d'entrée le truc que tu voulais faire, toi, être hyper à la pointe, on va dire, et tout en t'appuyant sur le socle? Alors, il y avait un peu de ça. Il y a aussi, comme je vous ai dit, ça a été très difficile de convaincre les responsables de l'édition J'ai lu de se lancer dans cette aventure. Donc il a fallu avoir des arguments pour les convaincre. Et un de ces arguments était de dire, voilà, on a dans le fond J'ai lu énormément de grands classiques, de textes formidables et vraiment reconnus comme des incontournables du genre. Très bien, ils sont toujours publiés, ils sont dispo en poche, mais on fait rien avec en vrai. On fait rien, on les fait pas vivre. Ils sont souvent dans des traductions qui ont 30, 40, 50 ans, qui sont complètement datées aujourd'hui, qui sont même souvent assez approximatives. Nouveau millénaire, ce sera l'occasion de faire revivre ces titres en les republiant, soit avec une traduction révisée, soit carrément avec une nouvelle traduction, en y adjoignant du paratexte. Vraiment, l'idée, ça serait de faire une espèce d'édition définitive de ces romans incontournables. Donc ça, c'était un des axes qui a permis de convaincre les responsables de se lancer dans cette aventure, mais qui a aussi conditionné le reste de la collection. L'autre argument, c'était de dire, voilà, on a une collection de poche, il faut la nourrir, parce que quand on publie 25 à 30 bouquins par an en poche, c'est-à-dire qu'il faut trouver autant de bouquins qui existent en grand format pour les mettre dedans. On n'est pas les seules poches, il y a nos amis de chez Pocket, nos amis de ce livre de poche, nos amis de chez Folio, qui à l'époque faisaient déjà de la science-fiction. Donc si vous voulez, il y a une bataille un petit peu acharnée pour remplir un programme avec des textes intéressants. Évidemment, l'idée de produire soi-même les textes qu'on va republier en poche derrière, c'est déjà économiquement intéressant, et puis surtout c'est une logique imparable. Donc voilà, il y avait ces deux dimensions-là au moment de la création, de se dire, d'un côté, on va être un écrin pour remettre à jour nos textes classiques, de l'autre, on va aller chercher des nouveautés qui vont nourrir la collection poche à terme.
Et finalement, bon an, mal an, 10 ans plus tard, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours des grands classiques et effectivement des bouquins qu'on va chercher. Peut-être effectivement en parler, tu disais qu'il y avait... comment est-ce qu'on trouvait les auteurs, notamment anglo-saxons. Il y a plusieurs façons de procéder. On travaille beaucoup avec des agents, donc des gens qui représentent des catalogues aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et qui nous proposent des textes et des auteurs nouveaux. On suit nous-mêmes l'actualité, que ce soit les prix littéraires, que ce soit la presse étrangère, qui va être mis en avant, on suit aussi les auteurs qui se conseillent les uns les autres. Enfin voilà, il y a plein de façons de déterminer quel livre pourrait être intéressant à publier, puis après évidemment on les lit, ça nous plaise. Julie, à l'autre bout de la chaîne, est-ce que ça t'aide à vendre les nouveautés qui est du fond? Est-ce que les deux se répondent? Comment tu travailles les deux aspects? Alors moi, de mon point de vue, une librairie ne s'imagine ni sans fond ni sans nouveauté. Les deux sont ce qui nourrit la librairie. Le fond, ce sont des œuvres qui se lisent, qui se relisent, qui se découvrent. Chaque génération qui arrive aujourd'hui à 20 ans est une nouvelle génération qui va découvrir des ouvrages que d'autres auront lus il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et c'est le cycle, je pense, naturel de la transmission aussi des livres. Les nouveautés, elles, viennent effectivement soit vivifier la production, par le biais aussi, et je pense aux nouvelles traductions, que je trouve effectivement extrêmement intéressantes, parce qu'elles redonnent à la fois un coup de projecteur, parce que c'est une nouvelle publication avec un nouveau travail de traduction et une modernité dans la langue qui parle peut-être plus facilement à une génération d'aujourd'hui. Parfois certains textes ont pu malheureusement vieillir un peu avec le temps. Je pense au succès de même 1984, cette nouvelle traduction comme indicatif a remis quand même beaucoup de modernité dans le texte. Je pense au Carrefour des Étoiles, qui a été vraiment, moi je trouve c'est une très belle, je n'ai pas lu la précédente, mais en tout cas la traduction que j'ai lue, où j'ai trouvé une grande modernité, j'ai trouvé que c'était un texte qui m'a permis de découvrir Simac que je ne connaissais pas auparavant. Les deux se répondent, et les nouveautés en grand format permettent aussi de mettre en avant ce fond. Nos tables sont souvent pourvues de ces livres en grand format, puisque nous suivons aussi une forme de mouvement perpétuel de création, et on essaie de l'accompagner au mieux. Et c'est une façon, après, de pouvoir engager aussi une conversation, d'engager un fil, un chemin de lecture. On part parfois de la nouveauté, et on remonte après dans le fond en disant « vous avez apprécié celui-ci, ben regardez, il y a tel auteur que vous avez trouvé peut-être en poche qui est plus ancien, etc. » Mais on va pouvoir construire des choses. Donc les deux se répondent. On a vraiment besoin des uns comme des autres, et moi je ne pense pas à la librairie, et je pense que nous sommes nombreux à travailler en librairie et à ne pas pouvoir nous passer ni de l'un ni de l'autre. Donc la publication et le maintien du fonds en poche, parce que souvent ça se passe par le poche, parce qu'on ne peut pas non plus, nous-mêmes en tant que libraires, investir non plus des sommes. Il faut que les choses soient, atterrissent de façon, on ne gagne jamais trop d'argent en librairie, hein. Donc, mais qu'on arrive au moins à zéro pour arriver à ce que les choses se passent bien. Et le grand format, la nouveauté en grand format, souvent accompagnée par la presse, par des conseils des éditeurs, par tout un relais, parce qu'évidemment, nous ne sommes jamais seuls dans la chaîne du livre, nous sommes nombreux à y contribuer, permettent d'avoir des mises en lumière de certains ouvrages et nous accompagnent. Donc vraiment, ce sont les maisons que souvent on a plus à cœur de travailler en librairie sont ceux qui arrivent à gérer ces deux aspects et à gérer l'équilibre entre les deux pour nous donner à nous derrière la matière pour bien pouvoir transmettre. Natacha, sur les nouvelles traductions, toi, du point de vue historienne, critique, t'as quel point de vue sur ces... Est-ce que voilà, ça vous oblige à refaire votre travail sur les textes, ou ça vous donne un autre point de vue? Est-ce que tu prends plaisir à relire des nouvelles trades, ou est-ce que, au contraire, tu préfères rester sur les... Alors, ça c'est une très bonne question. D'un point de vue, quand on fait... alors, il y a deux points de vue, en fait. Soit on travaille sur l'histoire des représentations, et quand on fait de la recherche, par exemple, eh bien, on est plutôt sur l'interprétation. Donc, honnêtement, ce qui compte, même si les traductions évidemment comptent, mais on va pas faire on va rester sur, finalement, on va choisir un texte,
Donc ça peut être ou la nouvelle traduction ou l'ancienne, mais de manière générale, on reste sur une édition. Ou en général, quand je réfléchis à l'histoire de la science-fiction française et que je cite une œuvre, j'aime bien partir de l'édition originale. Par contre, très intéressant, comme l'a dit Julie, de réfléchir après, peut-être en termes d'histoire éditoriale, et de voir pourquoi est-ce que les maisons d'édition décident de rééditer tel ou tel texte. Donc bon, évidemment, il y a des logiques de vente, il y a des logiques commerciales, mais il y a aussi des textes qui correspondent beaucoup plus à une époque. Pourquoi, par exemple, avoir révisé, avoir revu la traduction de 1984 ? Il y a quand même des changements absolument... C'est quand même une histoire ils allaient perdre les droits de la trad et voilà. Il faut quand même le dire. C'est pour ça que je dis, il y a des histoires différentes quand on est sur de l'histoire éditoriale, avec tout un tas de raisons et tout un tas de facteurs qui peuvent être des histoires de droit, des histoires de commerce, des histoires de focalisation sur tel ou tel auteur. Mais donc il y a quand même deux types d'histoires. Voilà, cette histoire éditoriale et puis cette histoire des interprétations. Alors moi, je voulais juste revenir sur d'abord une chose, dire que J'ai lu quand même est partenaire de notre festival. Voilà, et ça c'est important, c'est pour ça qu'on reçoit aussi Thibaut aussi. Ils sont venus de manière totalement, je dirais, voilà, on n'est pas venu les chercher. Spontané, voilà, pardon, je cherchais le mot, je commence à fatiguer. De manière spontanée, donc ça c'est important quand même de le dire. Et puis la deuxième, moi j'ai quand même deux titres alors il y a un titre en millénaire que j'avais choisi pour ma thèse, c'est Étoile mourante, de Jean-Claude Degnac et Heyerdahl. Si vous ne connaissez pas ce texte, je crois pas, je sais pas si Jean-Claude est là, bon il doit être ailleurs, il est peut-être... Mais Jean-Claude Degnac, c'est un texte absolument merveilleux, avec Heyerdahl, écrit à deux mains. Le deuxième... J'avais assisté à une conférence où ils expliquaient comment il avait écrit tous les deux. Ouais. Et donc en gros, il jouait au ping-pong. C'est ça. Et puis quand il faisait des pauses, il disait le prochain chapitre, il faut faire ça. Ouais, ok. Puis il rejouait au ping-pong. Et puis ils rentraient chez eux, ils écrivaient. Puis ils se revoyaient, ils jouaient au ping-pong. Donc en fait, ils ont joué au ping-pong. Pardon, moi j'avais pas compris, je croyais qu'ils jouaient au ping-pong, ça fait. Non, mais ils jouaient vraiment au ping-pong. D'accord. Oui, ça avait été un travail... c'est rare, en fait, il faut le souligner, parce que J'ai lu a publié ce texte, et c'est un travail qui est rarissime chez les auteurs, justement, d'écrire comme ça à deux mains. Jean-Claude Degnac et Heyerdahl, c'était deux univers différents, deux styles très différents. Et donc c'est vraiment un beau texte, édité par J'ai lu. Et le deuxième exemple, je crois, alors c'est plus de la fantaisie que de la science-fiction, mais c'est les Chroniques de la Terre fracturée. Et ça, c'est non seulement une très belle autrice, et peut-être que tu peux en dire un mot. Non, en préambule, je dirais juste qu'effectivement, tu soulèves un point qui est compliqué. C'est qu'on a décidé dès le départ de faire une collection de science-fiction et non pas de fantasy. Et pourtant, il y a forcément des exceptions parce que tous ces brillants auteurs de science-fiction, il se trouve que parfois aussi ils écrivent de la fantasy et qu'on ne va pas leur dire bah non, ton deuxième texte tu te le mets sur l'oreille parce qu'on fait pas de fantasy. Ce serait un petit peu compliqué. Et puis il y en a d'autres qui sont effectivement à cheval sur. Pour moi, c'est de la science-fiction, les Chroniques de la Terre fracturée, mais je suis le seul à penser parce que même l'auteur dit que c'est de la fantaisie. C'est un roman, je pense, totalement hybride, donc difficile peut-être à caser dans une ligne ou une autre. Mais voilà, après moi, je me pose, en tant que lecteur, je me pose assez rarement la question du genre, et à vrai dire, je m'en fous assez souvent, c'est-à-dire que le premier critère de choix, ou en tout cas de me faire aimer un livre, c'est est-ce que l'histoire est brillante, est-ce que les personnages sont géniaux, est-ce que... Voilà, d'ailleurs je ne lis pas que de l'imaginaire, je suis désolé, je lis aussi de la littérature générale, du polar, et la question du genre m'est très secondaire. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est une collection de science-fiction, mais je pense que les lecteurs aussi peuvent être ouverts. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus ouvert qu'un lecteur de science-fiction. Donc si on lui dit ça c'est bien, c'est pas forcément dans ton genre, mais c'est vachement bien, il va y aller aussi. Ça a marché, en tout cas pour les Chroniques de la Terre fracturée. Tu veux que je parle plus spécifiquement de cette trilogie-là? Oui, comment tu as découvert écoute, sans grande gloire, en fait, c'est un agent qui m'a envoyé le texte, que j'ai lu, que j'ai trouvé formidable.
J'ai vu que le texte était sur les... je crois qu'il était déjà sur les listes de plusieurs prix, donc c'est que c'est un bon signe quand même. On sait que même s'il n'a pas forcément le prix, on sait que voilà, au moins la profession, le milieu des lecteurs américains s'y est intéressé. C'est toujours un bon signe sur le devenir du texte en France. Donc tous les voyants étaient au vert en quelque sorte, et puis après, oui, moi j'ai trouvé ça absolument formidable. D'ailleurs, j'ai acheté la trilogie en n'ayant lu que le premier, j'avais pas encore lu les suites, et Scoop, c'est souvent le cas en fait. On lit rarement les trilogies jusqu'à la fin, en tout cas les séries jusqu'à la fin avant de les acheter, parce que sinon quelqu'un d'autre l'aura fait avant nous. Voilà, donc si la fin est pas bien, parfois on ne sait pas. Et là ça tombe bien parce que la fin est très très bien aussi. Voilà, donc finalement ça s'est fait de manière, voilà, il n'y a pas d'histoire abracadabrante derrière cette acquisition et cette publication. Mais voilà, tout était réuni pour que ça fasse un beau livre. On a travaillé avec Michel Charrier, donc, qui a traduit ces livres, qui les a magnifiquement traduits. Pourquoi j'ai choisi Michel Charrier? Parce que j'ai senti que N.K. Jemisin, c'était une auteure, une styliste, ce qui est pas si... quand on parle d'auteur et de styliste en France, on se dit c'est un petit peu normal, un auteur c'est un styliste. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas. Dont on parlait tout à l'heure justement, pour les Américains, les Anglo-Saxons, le bien écrire, c'est savoir raconter une histoire. Les questions de style, de comment est-ce qu'une phrase est bien faite et sonne bien à l'oreille, ça c'est très français, et les Américains se posera beaucoup moins la question que nous. Et il se trouve que N.K. Jemisin, elle, c'est une styliste, et il m'a semblé essentiel du coup de travailler avec une traductrice ou un traducteur qui soit sensible à la sonorité et qui ait elle-même une langue compatible avec celle de N.K. Jemisin. Ça a été Michel Charrier et ça s'est extrêmement bien passé. Et je pense qu'elle a tellement bien compris les enjeux de ce texte que ça ne pouvait que marcher en fait. Avant de vous demander, je vais vous laisser réfléchir comme ça, vos titres préférés de la collection, toi tu l'as dit déjà. Je vais te parler des auteurs français. J'ai compté 89 titres et juste 6 ou 7 titres français. Donc certains on en fait deux. Non mais alors pourquoi est-ce que tu reçois tu dois recevoir pas mal de textes français? Non, c'est pas tant que ça, parce que justement la collection n'est pas identifiée comme